Regardez les énormes SUV d'aujourd'hui. Ce sont des forteresses de 2 tonnes, aveugles et agressives, paradoxalement étouffantes à l'intérieur. Pourtant, il y a 40 ans, des ingénieurs en aérospatial avaient inventé exactement l'inverse. Des salons sur roues, lumineux, avec des sièges qui pivotent à 180 degrés et des lits escamotables. Quand ils ont proposé cette merveille à Peugeot, les dirigeants ont rigolé et ont perdu 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'industrie a créé la voiture familiale parfaite et pourquoi elle l'a froidement assassinée pour vous enfermer dans des chars d'assaut urbains. Voici l'histoire d'une manipulation psychologique massive. Février 1984. Une famille file à 130 km/h vers les sommets enneigés des Alpes. Le père est au volant, détendu. Mais à sa droite, la place du passager est totalement vide. La mère de famille a fait pivoter son propre siège à 180 degrés. Elle tourne le dos à la route. Elle est assise face à ses enfants autour d'une véritable table centrale, en train de jouer aux cartes dans un immense salon roulant inondé de lumière par des surfaces vitrées aux proportions irrationnelles. Il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de confinement. L'automobile a cessé d'être une prison de tôle pour devenir une chambre d'hôtel luxueuse avec vue panoramique. Comment l'industrie est-elle passée de la cellule de torture étouffante au salon sur roues du jour au lendemain? La vérité est que cette mutation miraculeuse n'aurait jamais dû voir le jour. Ce que vous regardez n'est pas l'évolution naturelle de l'automobile française. C'est l'histoire d'un hold-up industriel monumental. Le concept même du monospace, cette machine qui a redéfini le mot famille pour la fin du XXe siècle, n'est pas né dans l'esprit rassurant d'un grand constructeur. Il a été imaginé par des ingénieurs en aérospatial, qui fabriquaient des voitures de course et des missiles d'armement chez Matra. Lorsqu'ils ont posé cette idée de génie sur le bureau des hauts dirigeants de Peugeot, l'aristocratie de Sochaux leur a ri au nez avec un mépris absolu, qualifiant cette merveille de ridicule camionnette de livraison strictement invendable à une famille bourgeoise. L'invention qui allait changer la face de l'Europe a d'abord été traitée comme une abomination esthétique. Les hommes qui l'ont portée ont failli tout perdre, menacés de faillite par le conservatisme aveugle de leur propre industrie. Mais la survie de cette idée délirante posait un problème infiniment plus terrifiant que le simple mépris de la concurrence. Pour que ce salon roulant puisse exister, pour que des sièges puissent pivoter sur eux-mêmes et s'arracher de leurs rails à volonté, les ingénieurs allaient devoir violer toutes les règles fondamentales de la sécurité et de la rigidité structurelle. Arracher les ancrages fixes d'un siège, c'est signer l'arrêt de mort des passagers au premier freinage d'urgence. Avant de découvrir le secret jalousement gardé de ces sièges tournants et de comprendre comment des technologies de pointe issues des avions de chasse ont dû être détournées pour éviter que cette machine ne se disloque lors d'un crash, je vous pose la question. Avez-vous connu cet enfer des départs en vacances dans les années 70 ou 80, entassés à l'arrière d'une berline surchauffée, à hurler de désespoir sur la route du soleil? Partagez vos pires traumatismes de voyage en famille dans les commentaires. Car pour justifier le risque financier suicidaire de construire une voiture dont les sièges pouvaient se détacher du sol, il fallait qu'un bouleversement sociologique foudroyant frappe la France. Un besoin viscéral, presque pathologique, résumé par un mot mystérieux qui allait soudainement forcer toute une génération à vouloir fuir la rue pour s'isoler du reste du monde. Nous sommes à l'aube des années 80 et les fondations mêmes de la société française sont en train de subir une mutation tectonique. La morosité des chocs pétroliers commence à se dissiper et une nouvelle bourgeoisie urbaine émerge, avide de temps libre. Le temps de travail se réduit, les week-ends s'allongent et l'exode vers les résidences secondaires ou les stations de sport d'hiver devient un rituel sacré. La rue, la ville, l'espace public sont soudainement perçus comme des environnements hostiles, stressants, pollués. Pour fuir cette agressivité extérieure, les sociologues de l'époque voient naître un comportement inédit, un besoin presque pathologique d'isolation et de réconfort, le cocooning. Le citadin des années 80 veut s'enfermer dans une bulle. Il cherche à construire un cocon protecteur, chaleureux, un sanctuaire convivial où la cellule familiale peut se retrouver, dialoguer, à l'abri du chaos du monde.
Mais il y a un problème majeur, une faille béante dans ce nouveau rêve de douceur. L'industrie automobile est dramatiquement incapable de fournir le véhicule nécessaire à cette évasion. Si vous vouliez partir en vacances avec 3 enfants en 1980, le marché ne vous offrait qu'une seule et unique option, le break, la familiale allongée. Et le break est une architecture intrinsèquement punitive. Montez à bord de n'importe quel break européen de cette époque. Le schéma spatial y est d'une rigidité militaire. C'est un silo patriarcal. À l'avant, le père de famille, crispé sur le volant, les yeux fixés sur l'asphalte, endosse le rôle du capitaine de navire silencieux. À ses côtés, la mère regarde également droit devant elle. Et derrière, relégués sur une banquette inconfortable, les passagers subissent le voyage. Les enfants sont condamnés à fixer pendant des heures la nuque raide de leurs parents. Il n'y a aucun échange visuel possible, aucune convivialité. Le volume arrière est conçu pour empiler des valises, pas pour faire vivre des êtres humains. Le break n'est pas un cocon, c'est un corbillard de loisirs. La fracture psychologique entre ce besoin vital de partage familial et la froideur métallique des voitures disponibles devient insupportable. C'est à cet instant précis qu'un homme, observant ce cul-de-sac sociologique, va avoir une illumination foudroyante. Il ne travaille pas pour Peugeot ni pour Renault. Il s'appelle Philippe Guédon et il est le patron de Matra Automobile. Matra n'est pas un constructeur traditionnel, c'est un laboratoire de pointe, une firme d'ingénierie extrême qui fabrique des monoplaces championnes du monde de Formule 1, des matériaux composites pour l'aéronautique et des missiles balistiques pour l'armée française. Philippe Guédon est un visionnaire obsédé par l'innovation. À la fin des années 70, lors d'un voyage professionnel aux États-Unis, son regard est attiré par un phénomène purement américain, les vans. Ces gigantesques fourgons utilitaires, comme ceux de Dodge ou de Chevrolet, que les jeunes Californiens ont commencé à aménager avec des lits et des moquettes pour partir surfer le week-end. Guédon observe ces boîtes roulantes et comprend instantanément le potentiel du volume intérieur. Mais il voit aussi l'hérésie mécanique. Le van américain est une enclume. Il est lourd, il consomme des quantités obscènes d'essence, il possède l'aérodynamisme d'un parpaing et se conduit comme un tracteur agricole. Il est totalement inadapté aux routes sinueuses et aux vitesses européennes. Guédon rentre en France avec une obsession qui frise le délire de savant fou. Et s'il parvenait à capturer l'immensité de l'espace intérieur du van américain, mais qu'il le croisait avec la légèreté, l'élégance et l'aérodynamisme absolu d'un train à grande vitesse européen. Il enferme son équipe de designers, dont le génial Antoine Volanis, dans un bureau d'études et leur donne une directive radicale. Il faut pulvériser le dogme de la voiture tricorps ou bicorps. Fini le capot qui dépasse à l'avant. Il exige un monospace. Un seul volume ininterrompu. Une ligne de fuite continue, plongeante, qui part du pare-choc avant, remonte le long d'un immense pare-brise incliné comme celui d'un avion de chasse et file jusqu'au coffre. Ce sera le projet P16. Le cahier des charges de Guédon est un cauchemar pour un ingénieur de l'époque. Il exige un plancher totalement plat, des surfaces vitrées démesurées pour inonder l'habitacle de lumière, et la possibilité pour les passagers de se déplacer et de vivre à l'intérieur à 130 km/h. Il est en train d'inventer la première véritable chambre d'hôtel propulsée par un moteur à explosion. Avez-vous, vous aussi, subi le traumatisme des départs en vacances dans les années 70 ou 80 ? Racontez-nous dans les commentaires vos pires souvenirs de trajets interminables, entassés à l'arrière d'une berline surchauffée, sans climatisation, à fixer le dos du siège avant pendant des centaines de kilomètres. Car Philippe Guédon tient entre ses mains la clé pour détruire cette souffrance à tout jamais. Le prototype P16 est prêt. Il est beau, il est révolutionnaire, il est l'avenir de l'automobile mondiale. Mais Matra n'a ni la puissance de frappe industrielle, ni le réseau de concessionnaires pour produire et vendre cette machine à grande échelle. Guédon a un besoin vital, désespéré, de s'allier à un mastodonte de l'industrie. En toute logique, il prend son prototype sous le bras et se dirige vers ses partenaires historiques, la puissante et riche direction de Peugeot. Mais en franchissant les lourdes portes capitonnées du conseil d'administration de Sochaux, ce génie de l'aérospatial ne sait pas qu'il marche tout droit vers un abattoir.
et qu'il s'apprête à subir un lynchage corporatiste d'une arrogance tellement aveugle qu'il coûtera à Peugeot plus d'1 milliard de dollars de profits perdus. Les lourdes portes en chaîne massives du siège de la direction de Peugeot, avenue de la Grande Armée à Paris, se referment dans un claquement sec. À l'intérieur du sanctuaire, Philippe Guédon déploie les plans de son révolutionnaire projet P16. Il vient offrir sur un plateau d'argent l'avenir de l'automobile européenne aux dirigeants du groupe PSA. Il leur montre cette ligne de fuite ininterrompue, cet espace intérieur cathédralesque, ce concept inédit de monospace. Les aristocrates de Sochaux penchent leurs visages austères sur les croquis. Un silence lourd et glacial s'installe dans la pièce. Ces hommes viennent tout juste de racheter les restes de l'empire Chrysler Europe. Ils sont englués dans une mentalité d'un conservatisme absolu, terrifiés à l'idée de bousculer la sacro-sainte hiérarchie de la berline tricorps. Lorsqu'ils lèvent les yeux vers le patron de Matra, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'exécuter. Leur verdict tombe avec une arrogance d'une pureté presque toxique. Ils regardent ce chef-d'œuvre de modularité et ne voient qu'une insulte à l'élégance française. « Ce n'est pas une automobile, monsieur Guédon », lâche-t-il avec dédain. C'est un fourgon utilitaire, c'est une camionnette de livraison. Jamais un cadre supérieur, jamais une famille bourgeoise n'acceptera de rouler dans un engin qui ressemble au fourgon de son plombier. Ce concept est vulgaire et il est strictement invendable. Peugeot refuse catégoriquement d'investir le moindre franc. Par aveuglement corporatiste, par pur snobisme de classe, la marque au lion vient de commettre l'une des erreurs stratégiques les plus colossales, les plus ruineuses de l'histoire industrielle mondiale. Ils viennent de jeter 1 milliard de dollars de futurs bénéfices directement à la poubelle. Mais pour Philippe Guédon, ce rejet cinglant n'est pas qu'une simple déception commerciale. C'est une condamnation à mort. À Romorantin, l'usine de Matra est au bord du gouffre absolu. Les chaînes de montage de leur précédent modèle, la Talbot Rancho, sont en train de s'arrêter. Si Guédon ne trouve pas un constructeur de toute urgence pour financer et distribuer son monospace, les machines seront coupées, les portes seront verrouillées et des milliers de techniciens et d'ouvriers ultra qualifiés seront jetés à la rue. La panique s'installe. Dans un acte de désespoir, Guédon tente d'aller voir Citroën. Mais la marque au chevron, elle-même sous la coupe autoritaire de Peugeot, n'a ni l'indépendance ni les finances pour dire oui. L'invention du siècle est en train de pourrir dans un tiroir, tuée par des comptables sans vision. Il ne reste qu'une seule cartouche. Une dernière porte à frapper avant l'anéantissement total. Décembre 1982. La température est glaciale lorsque Guédon entre dans les locaux de la Régie nationale des usines Renault. C'est l'affrontement final. Face à lui se dresse Bernard Anon, le tout-puissant PDG de Renault. Anon n'est pas un ingénieur stéréotypé, le nez collé sur des soupapes. C'est un homme brillant qui a enseigné la sociologie aux États-Unis. Il observe la société avant de regarder la mécanique. Anon s'approche de la maquette du monospace. Il étudie ce plancher plat, ces vitres immenses, cette absence totale de séparation entre l'avant et l'arrière. Contrairement aux hommes en gris de Peugeot, Bernard Anon ne voit pas une camionnette. Il voit la famille de demain. Il voit ce fameux cocooning, cette envie viscérale d'évasion, de partage et de lumière. Il se tourne vers ses propres directeurs ébahis et prononce dans un calme absolu la phrase prophétique qui va changer l'histoire de la route. C'est la voiture à laquelle on aboutira naturellement lorsque l'on aura dépassé toutes les vanités automobiles. Le pacte de survie est scellé sur le champ. Une alliance d'une audace folle vient de naître. Matra, le constructeur de missiles, va concevoir et assembler le véhicule dans ses usines. Renault, le géant populaire, va fournir la motorisation et utiliser son immense réseau de concessionnaires pour le vendre. Le projet P16 est officiellement baptisé, il s'appellera le Renault Espace. Avez-vous déjà vécu ce cauchemar professionnel absolu ? Avoir une idée révolutionnaire, un projet brillant entre les mains et vous faire humilier et rejeter par une hiérarchie myope, incapable de comprendre votre vision avant de finalement trouver quelqu'un qui croit en vous ? Racontez-nous dans les commentaires comment l'arrogance de vos anciens patrons s'est retournée contre eux, car le mépris de Peugeot va bientôt faire place à la panique totale.
Cependant, les sourires de soulagement échangés dans les bureaux de Renault sont d'une naïveté terrifiante. Anon et Guédon viennent de signer pour construire une voiture de rêve, mais en redescendant sur le plancher de l'usine, les ingénieurs de la production hurlent au suicide technique. Estamper une carrosserie aussi immense et monobloc avec des méthodes traditionnelles en acier est physiquement impossible. La voiture pèserait 3 tonnes, rouillerait en 2 ans et serait un cercueil roulant au premier choc. Pour transformer ce salon en une réalité sur l'asphalte, l'équipe de Matra va devoir déchirer les manuels de fabrication automobile. Ils vont devoir construire une familiale en utilisant les recettes secrètes, toxiques et ultra complexes réservées aux avions de chasse et aux Formule 1. Et alors qu'ils croiront avoir triomphé des lois de la matière, le lancement officiel de la machine va provoquer un cataclysme commercial si dévastateur qu'il menacera de rayer instantanément le mot « monospace » de la surface de la Terre. Pour arracher ce monstre d'acier aux lois de la gravité et empêcher qu'il ne se transforme en un cercueil de 3 tonnes, les ingénieurs de Matra sortent l'arme absolue de leur arsenal militaire, la chimie des matériaux composites. Construire un véhicule d'un seul volume, aussi haut et vaste que le projet P16, avec de la tôle d'acier traditionnelle, aurait été un suicide industriel. Le centre de gravité aurait été si haut que la voiture se serait retournée au premier coup de volant, et sa consommation d'essence aurait ruiné n'importe quelle famille. Matra, fort de son expérience en Formule 1 et dans l'aérospatiale, décide de pulvériser les dogmes de la métallurgie classique pour imposer sa vision. Ils conçoivent une cage thoracique inédite, un squelette en tôle embouti qu'ils plongent intégralement dans un immense bain de zinc en fusion à plus de 400 degrés. Ce traitement de galvanisation à chaud rend la structure totalement et définitivement indestructible face à la rouille. Mais l'hérésie ne s'arrête pas là. Sur ce squelette imputrescible, ils ne soudent pas de plaques d'acier. Ils viennent coller avec des résines époxy ultra puissantes des panneaux de carrosserie en fibre de verre et en résine de polyester. La peau de la voiture est en plastique composite. Le résultat est un miracle balistique. L'immense Renault Espace pèse à peine 1200 kg. Elle est plus légère qu'une berline traditionnelle, totalement insensible à la corrosion, et son profil en nez de TGV fend l'air avec l'aérodynamisme d'une balle de fusil. Mais le véritable génie, la sorcellerie qui va provoquer un choc psychologique sans précédent, se cache à l'intérieur de cette coque en fibre de verre. Ouvrez les immenses portières de l'espace et vous ne trouvez plus un habitacle automobile. Vous entrez dans une salle de séjour. Le plancher est rigoureusement plat d'un bout à l'autre de la machine, dépouillé du tunnel de transmission qui empoisonnait l'espace des berlines. Les lourdes banquettes oppressantes ont été éradiquées. À la place, Matra a installé 5 puis 7 sièges individuels, recouverts de velours épais. Ils sont légers, fixés sur des rails invisibles. Vous pouvez les déclipser d'une seule main, les retirer pour transformer la voiture en cargo de déménagement ou replier leur dossier horizontalement pour en faire de petites tables de jeu. Pourtant, le coup de grâce ergonomique, le blasphème absolu qui défie toutes les normes de sécurité mentale de l'époque, se situe à l'avant. À l'arrêt, le conducteur et le passager avant tirent sur une manette discrète. Dans un silence parfait, leurs fauteuils se déverrouillent de leur embase et pivotent entièrement sur eux-mêmes à 180 degrés. Le père et la mère tournent le dos au tableau de bord et se retrouvent face à leurs enfants. La voiture vient de muter. Ce n'est plus un outil de transport, c'est une salle à manger inondée de lumière par un pare-brise gigantesque de plus de 2 mètres carrés. C'est l'incarnation physique, métallique et de velours du cocooning. Mai 1984. La vaste campagne publicitaire est lancée. Les concessions Renault du pays tout entier s'ouvrent pour accueillir la merveille spatiale. La direction de la régie s'attend à un raz-de-marée, à des files d'attente hystériques devant les vitrines. Le silence qui s'abat alors sur le réseau national est d'une violence assourdissante. C'est le vide absolu. Le public français, conditionné depuis 60 ans par la silhouette rassurante de la berline tricorps, subit un blocage cognitif terrifiant. Face à cette forme de navette spatiale asymétrique, dépourvue de calandre et de capot, les acheteurs prennent peur. Le véhicule leur semble trop radical, trop futuriste. Les commerciaux de Renault, désemparés, voient les clients entrer,
observer l'espace avec une curiosité matinée de profonde méfiance, puis repartir acheter une bonne vieille Renault 21 ou une Peugeot 504. Le couperet tombe sur le bureau de Bernard Hanon avec la lourdeur d'une pierre tombale. Durant le premier mois de commercialisation sur l'ensemble du territoire français, à travers des milliers de concessions, Renault ne vend que 9 exemplaires de l'espace. 9. La panique s'empare des couloirs de Boulogne-Billancourt et de Romorantin. 9 voitures. C'est un désastre cataclysmique. L'investissement de plusieurs milliards de francs, les chaînes de montage futuristes, la technologie aérospatiale, tout est en train de s'effondrer sous le poids du conservatisme populaire. Les syndicats hurlent à la faillite, les actionnaires exigent des têtes et les dirigeants de Peugeot à Sochaux sablent le champagne en ricanant, fiers de leurs prédictions mortelles sur cette prétendue camionnette invendable. Le monospace est cliniquement mort avant même d'avoir pris la route. Et puis, le mois de juillet arrive. La grande transhumance estivale commence. Les 9 pionniers, ces 9 familles audacieuses qui ont osé braver le jugement social en achetant la machine, prennent l'autoroute du soleil. La chaleur est suffocante. À midi, sur les aires de repos saturées, des milliers de familles traditionnelles, le dos trempé de sueur, s'extirpent douloureusement de leur berline classique pour avaler un sandwich tiède sur des bancs en béton brûlant. C'est alors qu'une Renault Espace se gare. La scène qui se déroule sous les yeux de la foule va générer une réaction en chaîne d'une puissance nucléaire. Les portières de l'espace s'ouvrent, mais la famille n'en sort pas. Le conducteur fait pivoter son siège, déploie la table centrale, sort des boissons fraîches et la famille se met à déjeuner à l'intérieur de la voiture, à l'ombre, dans un espace immense, climatisé et protégé du bruit infernal de l'autoroute. Les spectateurs sont foudroyés par la jalousie et l'émerveillement. C'est une révélation épidémique. Le bouche à oreille explose avec la vélocité d'un virus incurable. En rentrant de vacances, des dizaines de milliers de pères de famille se ruent littéralement dans les concessions Renault. L'échec humiliant du mois de mai se transforme en un triomphe hors de contrôle dès le mois de septembre. Les usines Matra explosent leur cadence, embauchent à tour de bras, n'arrivant plus à fournir. Le monospace vient de ringardiser l'intégralité du parc automobile mondial, s'imposant comme le symbole ultime du luxe, de la modernité et de la réussite familiale bourgeoise. Peugeot vient de perdre la guerre, terrassé par une table de pique-nique intégrée. Avez-vous le souvenir de ce moment de bascule culturelle ? Quelle a été votre réaction la première fois que vous avez vu les sièges avant d'une voiture pivoter sur eux-mêmes pour transformer l'habitacle en salon de jeu ? Vous souvenez-vous de l'odeur de ce velours, de la douceur de l'amortissement et de ces immenses baies vitrées ? Partagez vos mémoires de vos premiers trajets en espace dans les commentaires, car le niveau de confort que ces pionniers ont connu est en train d'inspirer à l'industrie un projet encore plus fou. L'espace était un succès retentissant, écrasant, mais il souffrait d'un défaut structurel majeur. Son prix stratosphérique le réservait à une élite financière. Dans les bureaux de design de Renault, un nouvel homme fort observe ce triomphe avec une obsession dangereuse. Il se pose une question qui semble défier toute logique volumétrique. Est-il physiquement possible de capturer la philosophie gigantesque de ce salon roulant, de prendre cette lumière et cette convivialité et de la compresser au marteau-piqueur pour la faire rentrer dans une toute petite citadine bon marché destinée aux étudiants fauchés ? Pour relever ce défi absurde, il va devoir donner un visage humain à la tôle et inventer une fonction secrète, totalement inavouable, qui va scandaliser la bonne société française. L'espace avait prouvé que l'on pouvait transformer un habitacle en salon, mais il portait en lui une fracture sociale indéniable. C'était le vaisseau amiral d'une bourgeoisie aisée, un luxe inatteignable pour la grande majorité de la population. Dans les couloirs du technocentre de Renault, à la fin des années 80, un homme contemple cette injustice spatiale avec une obsession féroce. Patrick Lequément vient de prendre la tête du design de la marque, et il hérite d'un projet moribond, embourbé dans les hésitations et la peur. Le projet X06. L'objectif initial, purement comptable, était de remplacer la vieillissante et rustique Renault 4 par une petite citadine économique. Mais Lequément refuse catégoriquement la médiocrité d'une voiture pensée uniquement par les chiffres. Il s'empare du dogme monumental du monospace,
de cette immense philosophie de lumière, de convivialité et d'espace intérieur, et décide de la compresser à coups de marteau-piqueur pour la faire rentrer dans une coquille minuscule de seulement 3,40 m de long. Pour réussir ce tour de force géométrique, il va commettre une hérésie esthétique dans un milieu automobile internationalement dominé par des ingénieurs obsédés par l'agressivité virile et la vitesse. Il décide de donner une âme à la tôle. Au lieu de dessiner une calandre acérée de prédateurs, le Cayman dote sa création d'un visage humain. Des phares ronds, innocents, exorbités comme de grands yeux étonnés, et une petite prise d'air asymétrique sur le capot qui mime un sourire malicieux. La voiture ne cherche pas à intimider. Elle ressemble à une petite grenouille bienveillante. Elle ne s'impose pas par la force brute, elle désarme totalement son public par l'émotion. Son nom, fruit d'un brainstorming marketing génial, est une fusion exubérante des mots twist, swing et tango. La Twingo est née. Présentée au Mondial de l'automobile de Paris en 1992, elle déclenche un choc visuel immédiat avec ses couleurs primaires criardes, tranchant violemment avec la grisaille ambiante de l'époque. Mais la véritable déflagration, le génie absolu et foudroyant de la Twingo, ne frappe le public au visage que lorsqu'il ose ouvrir la portière. L'intérieur de la Twingo est un miracle topologique, une violation pure et simple des lois de la physique et de l'espace-temps. Asseyez-vous à l'avant et l'immense pare-brise fuyant dans la continuité parfaite du capot court vous donne l'illusion déroutante de piloter un autocar miniature. Mais c'est à l'arrière que la sorcellerie opère. L'équipe de Le Cayman a monté l'intégralité de la banquette arrière sur d'immenses rails coulissants. D'un simple geste, d'un seul coup de poignet, vous pouvez reculer l'assise jusque dans le coffre. Soudain, dans une voiture qui est à peine plus longue qu'un chariot de supermarché, un passager adulte d'1,90 m peut croiser les jambes avec autant d'aisance et de confort que s'il était installé à l'arrière d'une limousine Mercedes classe S. La Twingo est littéralement plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pourtant, c'est une autre fonctionnalité, un secret d'ingénierie follement audacieux et presque inavouable, qui va transformer cette petite grenouille en un phénomène sociologique planétaire. Les concepteurs ont poussé le concept du cocooning jusqu'à l'extrême limite de l'indécence pour la bonne société de l'époque. En retirant les appuis-têtes avant, en reculant la banquette au maximum et en basculant totalement les dossiers, l'avant vient s'encastrer parfaitement au millimètre près avec l'assise arrière. En moins de 30 secondes de manipulation, l'intégralité de l'habitacle s'effondre pour former une surface totalement plane, capitonnée et ininterrompue. La petite citadine urbaine se métamorphose en un lit double de près de 2 mètres de long. Ce n'est plus un véhicule d'entrée de gamme, c'est un love hotel sur roue, une garçonnière mobile, intime et insaisissable. Renault assume cette audace frondeuse avec un slogan publicitaire d'une rare intelligence qui marquera toute une époque. Twingo, à vous d'inventer la vie qui va avec. Le message est subliminal, mais d'une clarté ravageuse. La génération X, les étudiants fauchés, les jeunes couples en quête de liberté s'emparent de la machine avec une frénésie absolue. La Twingo devient le symbole incontesté des road trips improvisés à travers l'Europe, des nuits clandestines passées à la belle étoile sur une plage de l'Atlantique, des amours de jeunesse fiévreusement consommés à l'abri de ces immenses vitres couvertes de buée. Elle n'est plus un simple outil de déplacement entre un point A et un point B. Elle est l'instrument ultime de l'émancipation et de la rébellion douce de la jeunesse des années 90. Avec le salon pivotant de l'espace et le lit escamotable de la Twingo, les constructeurs français venaient de décoder, avec une précision mathématique, la formule chimique absolue du bonheur automobile. Ils avaient prouvé au monde entier que le summum de l'ingénierie ne consistait pas à enfermer les conducteurs dans des cages sombres, basses et agressives, mais à leur offrir de la lumière, de la modularité infinie, de la chaleur et de la convivialité. Ils avaient créé des machines qui, par leur simple et brillante architecture, rendaient les populations fondamentalement bienveillantes, détendues et de bonne humeur. Avez-vous fait partie de cette génération qui a usé et abusé de cette fameuse fonctionnalité lit de la toute première Twingo ? Avez-vous des souvenirs inavouables, des anecdotes ? De voyages épiques ou de festivals boueux passés à dormir dans cette petite grenouille magique ? Confessez-vous sans honte dans les commentaires, car cette candeur,
Cette ingéniosité joyeuse et cette lumière sont sur le point d'être froidement exterminées de la surface de la Terre. Si l'industrie automobile mondiale tenait entre ses mains le remède parfait contre le stress urbain, l'agressivité sur les routes et la morosité quotidienne, pourquoi a-t-elle subitement décidé de brûler cette recette miraculeuse ? Pourquoi, en l'espace de quelques années seulement, une conjuration silencieuse de designers et de spécialistes en neuromarketing a-t-elle fait le choix délibéré d'arracher ces salons lumineux pour nous forcer, contre notre propre bien-être social, à acheter et à nous barricader à l'intérieur de véritables chars d'assaut de 2 tonnes, aveugles, menaçants et fondamentalement égoïstes. Regardez avec lucidité le catalogue des constructeurs automobiles de notre décennie. Cherchez le mot « espace ». Le nom existe toujours, imprimé en lettres chromées sur les concessions de la marque aux losanges. Mais posez les yeux sur la tôle qui porte aujourd'hui ce patronyme légendaire et vous assisterez à l'un des détournements de sens les plus cyniques de l'histoire du marketing. L'espace n'est plus un monospace. Il a été génétiquement effacé, muté de force pour devenir un SUV, un Sport Utility Vehicle. Le salon roulant, l'invention de Philippe Guédon et de Bernard Anon, a été purement et simplement assassiné par l'industrie, enterré sous 2 tonnes d'acier agressif. Comment sommes-nous passés de la lumière absolue, des immenses baies vitrées et des sièges pivotants, à ces forteresses surélevées, sombres et confinées ? Ce basculement n'est pas une simple mode passagère dictée par des bureaux de style, c'est le miroir terrifiant d'une mutation psychologique de notre société. Dans les années 80 et 90, l'automobile incarnait encore une forme d'optimisme. Les ingénieurs voulaient faire entrer le monde extérieur à l'intérieur de l'habitacle. Les surfaces vitrées de la première Twingo et de l'espace plongeaient si bas que vous pouviez observer l'asphalte défiler. On voulait voir les autres, on voulait être vu, on célébrait la transparence et la rencontre. Le monospace était la traduction mécanique de l'intelligence collective. L'architecture entière du véhicule s'effaçait humblement pour privilégier le confort du groupe, la chaleur humaine, le nous. Aujourd'hui, l'optimisme a été froidement exécuté par la paranoïa. L'automobiliste du XXIe siècle est un citadin angoissé, nourri aux chaînes d'information en continu, qui perçoit l'espace public non plus comme un lieu de découverte, mais comme une zone hostile, une menace perpétuelle. L'industrie mondiale a compris qu'il y avait des milliards à amasser en exploitant cette terreur viscérale. Le SUV n'a jamais été conçu pour franchir des montagnes ou traverser des déserts. Il a été conçu pour rassurer des égos meurtris dans les embouteillages des périphériques. Analysez la physionomie de ces nouveaux mastodontes. La ligne de caisse a été remontée à une hauteur absurde, écrasant les surfaces vitrées qui ne sont plus que d'étroites meurtrières teintées de noir. Les calandres sont devenues massives, verticales, dessinées pour exprimer une agressivité prédatrice. On ne cherche plus le sourire espiègle de la grenouille, on veut les mâchoires d'un requin blanc. Le SUV est un bunker individuel, un char d'assaut urbain qui envoie un message d'une violence inouïe au reste du monde. Je vous domine, je vous écrase de ma masse et je me barricade contre vous. Le monospace flattait l'intelligence de la famille, le SUV flatte l'égoïsme brutal du conducteur solitaire. Et le plus grand tour de passe-passe de cette dictature du marketing, c'est l'illusion totale de la grandeur. Pour avoir l'air d'un baroudeur invincible sur les boulevards embouteillés, l'acheteur a accepté de sacrifier l'essence même du confort. À l'intérieur de ces chars blindés, l'espace réel est étouffant. Les planchers sont hauts, les toits sont bas, la modularité est revenue à l'âge de pierre. Le père a repris sa position rigide de capitaine de navire, le regard fixé sur la route, encerclé de plastique massif. Les enfants, relégués dans l'obscurité d'une banquette arrière confinée, n'ont plus de table centrale pour jouer aux cartes en se regardant dans les yeux. Ils sont isolés, chacun absorbé par la lumière bleue d'un écran tactile individuel, seul au milieu des autres. Nous avons volontairement payé le prix fort pour détruire la convivialité et la remplacer par l'illusion de la domination. Nous avons troqué les salons lumineux de notre enfance contre des panic rooms roulantes. L'utopie de la route partagée a capitulé face à la guerre de tous contre tous. Face à ce constat glaçant de notre propre aliénation mécanique, je vous pose la question. Regardez votre propre véhicule.
regardez ceux qui encombrent votre rue. Dites-moi en commentaire, regrettez-vous viscéralement l'âge d'or des monospaces, la douceur de leurs sièges tournants et la lumière de leurs baies vitrées? Ou êtes-vous un adepte inconditionnel des SUV modernes, prêt à justifier leur armure agressive pour vous sentir en sécurité? Pensez-vous que nous reviendrons un jour à l'intelligence de la modularité, ou sommes-nous condamnés à conduire des chars d'assaut de plus en plus lourds? Nous avons troqué nos salons roulants contre des bunkers surélevés et égoïstes, sacrifiant notre lumière intérieure pour projeter une armure de supériorité factice. L'industrie nous a prouvé qu'elle pouvait sciemment assassiner l'intelligence architecturale pour flatter nos névroses les plus sombres. Mais si vous pensez que cette manipulation de l'ego automobile est une dérive récente de notre siècle, préparez-vous à subir un choc temporel absolu. Car attendez de voir ce qui s'est passé dans les années 50 de l'autre côté de l'Atlantique. Dans une Amérique ivre de sa propre surpuissance, la folie clinique des ailerons et la guerre de l'ego ont poussé l'une des marques de luxe les plus sacrées de l'histoire humaine à s'autodétruire littéralement, se jetant dans un gouffre financier apocalyptique pour quelques centimètres de chrome de trop et le caprice d'un seul designer mégalomane.